Lectrice sauvage. Lectrice sauvage. Lecture sauvage. Une lectrice boulimique. Carnivore peut-être. J'adore toucher les livres. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild. Alors Elena Noguera, bonjour. Bonjour, c'est bien. Je suis très contente de vous recevoir dans notre podcast. Je suis ravie également. Stay wild, keep reading. Mm-hmm. On en parlait, lecture sauvage. Alors je ne sais pas si vous êtes une lectrice sauvage, mais en tout cas merci de nous recevoir chez vous, dans votre cocon, oui. Où j'ai déjà observé qu'il y avait beaucoup de disques vinyles et beaucoup de livres. Et il y a les livres qui traînent, oui, il y en a qui les traînent là, il y en a qui traînent à côté du lit beaucoup, il y en a dans je ne suis pas encore allée dans votre chambre. Non, vous n'êtes pas invité dans mon lit. Mais les gens qui sont invités dans mon lit se retrouvent à se battre contre des livres qui... Je dors avec des livres, en fait. Ah ouais? J'adore ça, oui. Mais c'est en vous en parlant maintenant que je réalise ça. Parce que je n'ai jamais pensé, ce n'était pas une volonté. Mais oui, mes livres sont étalés comme ça. C'est tous les livres, tous les projets de lecture à venir se couchent avec moi dans mon lit. Et alors, qui couche avec vous en ce moment? Ah bah, faudrait qu'on aille, en termes de lecture. Ouais, faudrait que j'aille voir, mais j'ai reçu, on m'a offert la Pléiade des pièces, non pas des pièces, des nouvelles de Tchekhov, parce que je n'avais jamais lu Tchekhov, donc des copains se sont scandalisés et m'ont offert ça. Il doit y avoir Sapiens, parce que j'ai décidé de me renseigner sur notre évolution, mais il y en a beaucoup, je ne sais même pas. Il doit y avoir un livre qui s'appelle Méditation. Je ne sais pas si c'est Heidegger. Je sais pas. Et ils sont sur les tables de chevet, ils sont non, vraiment ils sont dans le lit. C'est ce que vous disiez. Sur le lit. Après, là, comme en ce moment, je partage ma couche parfois avec une personne de sexe mâle, masculin. Ils sont mis sur une petite banquette, ils sont rangés. Pour lui laisser un peu de place. Voilà, mais normalement, ils sont étalés comme ça dans mon lit, et puis je les picore, parce que j'arrive pas à lire un livre à la fois. C'était ma question. J'allais vous demander, est-ce que vous lisez plusieurs livres en même temps Voilà, je lis plusieurs livres à la fois. Ce qui n'est pas très bien, parce qu'après, ce qu'il en reste... En fait, j'ai pas une mémoire... j'admire beaucoup les gens qui, à un dîner, vous citent leur lecture ou bien connaissent le nom du personnage et se souviennent très, très bien de l'histoire. Ouais. Moi, j'ai une lecture qui, en fait, me constitue. Donc, c'est comme si c'était une nourriture que je digère et j'en fais quelque chose, mais je ne retiens pas... Je peux pas les citer. Je comprends. Parce qu'il y a comme l'émotion. Un cocktail. Ouais. Bah, ça m'aide à penser, ça me structure ma pensée, ça développe mon esprit critique, ma capacité d'observation, d'analyse, de réflexion, mais je ne deviens pas une femme cultivée non plus. C'est très étrange. Vous partagez pour autant vos coups de cœur? Oui. Quand vous aimez un livre, quand vous êtes en train de le lire, vous en parlez autour de vous, vous avez... Oui, j'en parle, mais souvent, là, par exemple, j'ai acheté aussi, il est là, la fabrique du crétin digital qui m'intéresse beaucoup donc c'est un sociologue scientifique qui a écrit une sorte d'essai sur les cerveaux d'aujourd'hui, les jeunes et leur rapport aux tablettes. Donc, je l'ai commencé, mais j'en ai parlé à une amie dont je suis la marraine de sa fille. Et elle me disait, lis-le, puis tu m'expliqueras après. Donc voilà, donc après, je donnerai des conseils pour comment éduquer sa fille sans danger pour son cerveau. Donc oui, j'en parle. Il y a certains livres que j'achète en plusieurs exemplaires pour les offrir. Ouais. Mais j'essaye, parce que je trouve que la lecture, c'est très personnel. On a un voyage personnel. Moi, quand on m'offre un livre, je suis très embarrassée. Je n'en ai pas envie. Ah oui? Non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on m'offre des livres parce que j'ai mon parcours. C'est-à-dire qu'il y a tant de livres qui m'attendent que m'en donner un autre avec en plus
la volonté de celui qui l'offre que je lui rende quelque chose de cette lecture, ça m'enlève de ma liberté. Et en fait, je trouve qu'offrir un livre, c'est enlever la liberté à l'autre. Je comprends. Ouais. C'est cette notion de parcours de lecture qui est intéressant. Parce que c'est vrai qu'on a, je pense, beaucoup d'envie de lecture. Et il y a beaucoup... Est-ce qu'avec l'âge, vous avez la sensation qu'il y a de plus en plus de livres qui vous attendent ? Oui, en tout cas, il y a la conscience réelle que ma vie ne suffira pas. Ouais. Et que donc, quand je m'éteindrai, il y a tous ces livres pas lus qui vont rester, bien sûr, sur la planète, mais même ceux que moi j'ai achetés, que je possède en ma possession, je vais laisser derrière moi des lectures. Donc parfois, en rigolant, je dis à mes copines, vous m'enterrez avec les livres que j'ai pas lus. Ils sont à côté de mon lit, c'est ceux qui traînent dans le salon, donc il faut m'enterrer avec, que je puisse lire. C'est des choses que vous dites. Oui, c'est des joli. boutades, mais parce que je vois joli bien... d'y penser. Je vois bien que je vais pas pouvoir tout lire et qu'il y a un moment... En fait, quand on aime lire, je crois qu'on a tous ce symptôme, on achète plus de livres que notre capacité à les lire. Parce que c'est Tsundoku. Il nous les faut. Il y a un terme sur les réseaux sociaux, c'est #Tsundoku. Tsundoku. TS, ouais. Et c'est le fait d'acheter plus de livres que le temps qu'on a réellement à donner pour les lire. Donc les piles s'agrandissent et les gens sont touchés de Tsundoku. Donc vous aussi, Elena. Ah oui, je l'ai. Il faut que toutes les semaines, j'en achète. Or, je ne peux pas lire toutes les semaines ce que j'achète. Vous achetez des livres toutes les semaines ? À peu près, oui. Et qu'est-ce qui vous guide ? C'est parce que vous en avez entendu parler ? C'est une simple couverture parce que vous entrez dans une librairie ? Ça, je l'ai fait longtemps. Mais finalement, on ne les lit pas trop, ceux-là. Enfin, moi, en tout cas. C'était des couvertures qui m'attiraient, des choses un peu romantiques ou sensuelles, ou des beaux portraits de femmes. Et j'étais attirée par la couverture et finalement, je n'ai pas beaucoup lu de choses comme ça. Après, les quatrièmes de couve, c'est-à-dire découvrir un livre et son contenu, oui. Mais souvent, c'est effectivement, soit j'ai vu quelqu'un à la télévision dans une émission de télé ou parler dans une émission de radio, donc je vais regarder qui c'est, ce qu'elle fait, ce qu'elle a écrit. Et ça peut être un article dans un journal. Voilà. Là, c'est un livre scientifique. On en parlait, La fabrique du crétin digital. Vous mixez, vous lisez encore beaucoup de romans. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans la lecture ? C'est d'apprendre des choses ? C'est l'émotion aujourd'hui ? Oui, c'est apprendre des choses, mais je les apprends dans le roman aussi, puisque le roman est le témoignage d'une époque ou des sentiments. Donc, j'apprends aussi sur les sentiments, sur les relations sociales. Moi, je suis assez sauvage, c'est-à-dire j'ai pas les codes sociaux. Parce que j'ai été reading wild, je suis une lectrice sauvage. J'ai été élevée sans beaucoup de codes sociaux, avec beaucoup de liberté. Et donc, il m'en manque parfois. Et ça, je les trouve beaucoup dans les romans, qui décrivent beaucoup le social, la hiérarchisation, les rapports sociaux entre les gens. Ouais. Mais j'aime bien aussi lire des essais beaucoup féministes, beaucoup sur le bouddhisme ou la méditation, ces choses-là, et également la philosophie. Et je trouve que souvent, ça se rejoint, la philo. La philo est très spirituelle et cherche un bien-être, répondre à des questions en fait qui amènent au bonheur. J'ai l'impression que c'est une quête comme ça. Et le roman, de la même manière. Mais j'aime bien les romans sentimentaux. Donc je vais chercher dans Thomas Hardy des trucs un peu à l'ancienne, Jane Austen, enfin des trucs romantiques comme ça, un peu à l'anglaise, avec des robes à l'ancienne et des trahisons et des grandes passions. J'aime bien. Vous aimez bien vous plonger dans l'imaginaire ? Oui. Vous n'êtes pas à tout prix pour la littérature du réel Non plus. Dans la trentaine, oui, j'ai aimé l'autofiction, j'ai aimé les femmes qui ont pris la parole, j'ai aimé l'émergence de Christine Angot, de Virginie Despentes, de Darius Seck, enfin toutes ces filles qui post-Duras prenaient la parole et s'exprimaient
en exposant quelque chose de très intime et de justement assez sauvage et assez impudique, et qui avait une espèce d'affirmation dans l'urgence. Et j'ai aimé ça. Et puis je l'ai accompagné, puis c'était moi, j'avais leur âge, j'en avais besoin, mais je suis déjà construite de ça. Donc je retourne à des lectures. Quand c'est du roman, j'ai envie de lectures romanesques et romantiques, et je me laisse beaucoup aller à ça. Ouais. Et vous disiez, j'avais pas les codes, les livres vous ont aidé à vous construire, mais dans votre enfance, pourtant vous étiez dans une maison, je crois, où il y avait pas mal de livres. Oui, mon père est un grand lecteur et écrivain lui-même, il est publié au Portugal. Et donc, il y avait énormément de livres, il y avait même une dictature de la culture. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à lire Angélique, Marquise des Anges, je mettais du papier craft autour de la couverture parce que je n'osais pas dire que je lisais ça. Et mon père disait, tu lis quoi en ce moment? Je pouvais très bien, je ne sais pas si c'est vraiment la réponse que j'ai donnée, mais j'ai dit Thomas Bernhardt. Ouais. Parce que c'était plutôt ça qu'on lisait et qu'il fallait lire très tôt. Donc j'avais, accès. Je sais qu'à 12 ans, je lisais Mirbeau, Journal d'une femme de chambre. Mais c'est un livre important pour vous, je crois, Journal d'une femme de chambre. Oui, parce que c'est la première fois où je m'impose. Je m'impose, c'est-à-dire que la prof de français donne à lire, je crois, le Capitaine Fracasse. Et moi, je commence à lire ça et je n'ai pas envie. Et donc, j'ai été confrontée à la prof de français en lui expliquant le pourquoi je n'avais pas envie de lire ce livre-là, non pas par fainéantise ou parce que je n'avais pas envie de lire en général, mais parce que cette lecture-là, à la page 100, ne m'intéressait pas. Et donc, elle, je pense, un peu par provocation, dit « Vous allez proposer quoi Noguera ?» Et j'ai dit, je vais proposer le journal d'une femme de chambre de Mirbeau. Et là, j'ai vu, elle m'a dit, mais et à 12 ans, vous allez lire ça et vous allez exposer ça. Je dis oui. Et donc, c'est la première fois où je vois qu'il y a une provocation aussi de ma part, mais qu'il y a une vraie considération. C'est-à-dire que la prof de français, d'un seul coup, dit, ok, voyons. Parce qu'elle a confiance en ma provoque et elle se demande jusqu'où ça va et qu'est-ce qui est possible. Et de cette confiance-là, j'en ai fait quelque chose. Donc, c'est pour ça que ce livre, il est vraiment une pierre angulaire de ma construction. Parce que je me dis, mais mais quand on a une conviction, on peut très bien désarmer l'autre et l'autre, en fait, te fait confiance et t'en aime d'autant plus. Tu le déstabilises, mais il t'aime de ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et en effet, j'ai lu et puis j'ai fait mon devoir. Et après, à chaque fois qu'elle a proposé un livre et que j'ai voulu modifier la proposition, une contre-proposition, ouais. Elle me laissait faire. Et elle arrivait à expliquer d'ailleurs à mes copains que c'était pas... elle ouvrait pas la porte à tout le monde, à toute révolte. Il fallait que la révolte soit justifiée et soit constructive. Et bon, donc les autres abandonnaient puisqu'ils n'avaient pas ce chemin-là. Mais d'où vous est venue, par exemple, cette idée, cette envie, cette intention de lire Octave Mirbeau, Journal d'une femme de chambre? Alors, je sais pas. Vous vous souvenez pas? Non. Je pense que j'ai dû voir un bout du film, mais qu'on m'a pas laissé voir parce que peut-être il n'était pas pour les enfants. Mais que cette image de Jeanne Moreau avec ses bottes et ce vieux monsieur qui lui met les bottes ou qui lui défait les bottes, je crois que j'ai même pas vu le film, même aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai eu envie de lire et de voir, puisque je ne pouvais pas voir, je pouvais lire. Et mes parents m'empêchaient pas de lire, mais m'empêchaient parfois de voir des films, comme si l'image allait être beaucoup plus choquante que la lecture, mais je la comprends, puisque l'image, on est presque passif. Alors que dans la lecture, votre imaginaire va construire quelque chose. Donc, mes parents ne m'empêchaient pas de lire. Donc, j'ai lu Donna Flor et ses deux maris. Ouais. Pareil, parce que le film était là et qu'au moment un peu sensuel, on me fait sortir de la pièce. Et donc, je demande le livre. Et le livre m'est permis. Et donc, par la lecture, j'ai eu accès à des choses d'adultes, finalement,
à l'érotisme. Enfin, voilà, c'est en vous parlant que je me rends compte de ça. C'est qu'une quête d'érotisme, je l'ai trouvée dans la lecture. Et donc voilà, et comme mes parents me laissaient lire et aimaient plutôt bien ça, et puis qui m'ont construit dans l'esprit critique et dans l'affirmation de moi-même, donc aller parler aux profs n'était pas difficile pour moi parce que j'avais confiance en ça, en ma position d'enfant pensant. Ouais. J'étais pas accablée par la hiérarchie. C'est pour ça que je vous dis, je suis sauvage parce que je n'ai pas conscience de la hiérarchie. Parce qu'on ne me l'a pas apprise. Donc un prof ne m'impressionne pas en soi. Je lui dois le respect, mais vice-versa. Une équité. Oui. Chez vous qui est naturelle, dès l'enfance. On m'a appris ça. Donc j'ai pas peur d'appeler des gens, même aujourd'hui. C'est-à-dire que mon parcours professionnel n'est pas... Enfin, il n'est pas... Mais il existe parce qu'en fait, je n'ai jamais eu peur. Parce qu'un éditeur m'effraie pas. Parce que j'ai pas conscience de la hiérarchie. Voyez ? Vous avez écrit très tôt ? Vous avez eu envie d'écrire très tôt ? Oui, parce que mon papa, comme il était écrivain, en fait, lui, son bureau était au-dessus de ma chambre. Donc, il allait écrire le soir. Et moi, la machine à taper... Vous entendiez la machine à écrire ? Était au-dessus de ma tête. Donc, c'est ce qui m'a bercée. Et cette machine à écrire était aussi très mystérieuse parce qu'elle enlevait mon père à la vie domestique. Je voyais bien, ça je l'analyse avec le recul, à 12 ans je ne le comprends pas, même à 10, mais je vois bien que c'est un homme qui fuit la relation sentimentale avec ma mère, la relation paternelle, enfin il fuit tout. Donc cette machine à écrire qui permet un envol d'une personne et une abstraction, enfin oui, un respect du fait de s'isoler. Voilà. De toute la famille. De toute la famille, de tout pour un imaginaire, une création. Enfin, la machine à écrire était vraiment un copain ou comme un bateau, comme le bateau de Peter Pan qui arrive à la fenêtre et qui permet de s'envoler. Je me disais, mais en fait, c'est quoi ? Donc, très vite, je suis allée, les heures creuses de mon père, taper sur la machine. Et très vite, lui m'a dit, j'ai commencé à écrire et puis je ne savais pas quoi écrire. Donc, je suis descendue au rez-de-chaussée. J'ai dit, papa, je suis devant la machine et je ne sais pas quoi écrire. Et cet homme il est vivant, hein, il a un certain génie par moment. Il m'a dit, mais écoute, commence par ça, écris ça. Dis, je suis assise à ma chaise et je ne sais pas quoi écrire parce que... Et lance ça. Ah bon ? Mais oui, c'est déjà écrire. Ne pas savoir quoi écrire est déjà une écriture. Ah. Et il ouvre une porte, c'est-à-dire, il donne confiance. Il dit pas, écris, prends Zola et essaye d'écrire comme ça. Ouais. Non, il dit, ta parole est déjà une écriture. Ton doute, ton incapacité, ton impuissance est déjà un début de quelque chose. C'est marrant. Et dans la construction de votre goût de la lecture, au-delà d'Octave Mirbeau et de ses premiers moments forts, quels sont les auteurs justement qui vous ont marqué ? Je crois que vous avez une passion particulière pour Boris Vian, par exemple. Oui, c'est même âge. En fait, de mes 12 à mes 16 ans, c'est vraiment Vian. C'est-à-dire que Mirbeau, il arrive et puis je lis que ce livre-là. Mais Vian, c'est une découverte très ludique. Parce qu'il a la folie, je commence à lire L'écume des jours. Et par là, j'ai continué à lire Vernon Sullivan. Et j'ai vraiment souvenir d'après-midi isolée à la maison en train de découvrir cette langue, cette sauvagerie. Parce que Vernon Sullivan, c'était assez rock, assez trash même. Après, je lis des chansons, des poèmes. Après, je découvre à travers lui Gainsbourg, que je connaissais. Bien sûr, je voyais bien que Gainsbourg existait et qu'il était là et qu'il faisait chanter les filles, etc. Mais je découvre la langue, en fait, qu'il est l'élève de Vian et que sans Vian, il n'y a pas de Gainsbourg. Absolument. Et du coup, même à l'époque, je suis obligée de raccorder, même si j'aime pas en parler, mais donc ma sœur qui est Lio a un auteur qui s'appelle Duval qui écrit pour elle et je découvre que lui-même est inspiré de Gainsbourg, donc de Vian. Et je comprends
Donc, entre mes 12 et mes 16 ans, tout ce qui est du domaine de la transmission, donc de l'inspiration. Et moi-même, je commence à écrire des chansons en étalant, un peu comme dans mon lit, mais là dans le canapé de mes parents, les livres de Vian, les chansons de Gainsbourg, pour construire des chansons. Et c'est vrai que Vian m'a... Alors, je ne sais pas s'il a ouvert une porte ou si c'est parce que j'étais déjà comme ça que je l'aimais lui, mais l'absurde, la poésie et l'écume des jours, c'est vraiment, je crois, ma prose préférée. Vous l'avez relu, c'est un livre que vous avez... Vous relisez les livres que vous aimez? Non, alors je ne relis pas. J'ai jamais voulu relire parce que dans la maladie qu'on a... Sous nos coups. Voilà. On manque de temps. Dans cette maladie de manque de temps de lire, je me dis, mais le temps que je relise un livre, c'est le temps que je prends à un autre livre que je ne lirai pas. Donc, je me le suis toujours refusé. Mais il y a quelques années, donc je joue avec un musicien qui s'appelle Philippe Evenot, qui est un musicien de jazz et qui est lui-même déjà un personnage qui pouvait sortir de l'écume des jours, qui est très poétique et très dadaïste et très drôle et très libre et très enfantin, très fou. Oui, parce qu'on parlait de Gainsbourg, mais c'est Picabia aussi. Après, c'est ça qui est beau aussi dans la lecture et les correspondances. Oui, c'est de Picabia, découvrir j'adore aussi. Tout un univers. Absolument. J'ai découvert ça, cette espèce de folie, de liberté, de l'expression. Et donc, en jouant avec ce Philippe Evenot, lui, il y a une douzaine d'années, il a rencontré une jeune femme qu'à force de regarder vivre, je me disais, mais je la connais. Jusqu'à un jour, je me dis, si, c'est Chloé de l'écume des jours. Voyons si j'ai raison. Donc, je me suis replongée dans l'écume des jours que j'ai achetée. Non, j'ai repris mon édition à moi, je l'ai relue. Je me dis, c'est Fleur. Donc, cette copine s'appelle Fleur. Donc, je suis allée chez Marie-Rose, qui est la libraire des Abbesses, et j'ai envoyé à Fleur, etc. etc. Mais donc, tu ne l'avais jamais lu? Si. En fait, j'ai envoyé par courrier, parce que j'aime bien les choses un peu à l'ancienne. Et donc, j'ai fait un paquet en lui écrivant une lettre, en disant, voilà, ma petite Fleur, je t'envoie ce livre parce que je viens de réaliser pourquoi j'avais l'impression de te connaître, parce que tu ressembles à Chloé, etc. Et elle m'a appelée presque en larmes en disant « Mais c'est incroyable, c'est mon idole, j'ai toujours lu, je me suis toujours pris pour cette fille. » Donc il y avait une vraie relation entre cette Fleur et cette Chloé qui elle-même s'était construite sans doute en aimant ce personnage. C'est joli ça, la réalité finalement que peuvent prendre les personnages dans nos vies. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez, mais presque comme des amis finalement. Ouais. Un personnage de roman a parfois autant de réalité que des gens qu'on rencontre dans la vraie vie. Oui, absolument. Et ils nous construisent, c'est-à-dire que la liberté d'un personnage peut devenir la nôtre. C'est-à-dire, on se dit, oui, en fait, il a raison, ce personnage, je vais être ça. Et cette liberté-là, je la veux, je me l'octroie, donc. Et on est construit comme ces personnages, ouais. On trouve la force... D'ailleurs, moi, j'ai du mal à faire la relation entre le réel et la fiction. Parce que je finis par ne plus savoir. Comme je rentoure très romanesque, et que de toute façon, la fiction naît du réel et vice-versa. Donc, et puis que même le réel est une fiction. Puisque finalement, à part... être des animaux dans la nature, tout le reste, on l'a créé. Ouais. C'est-à-dire créer une frontière est une fiction. Dire ce pays ça se finit là, je le dessine sur une carte, c'est une fiction. L'argent est une fiction. Enfin, donc, de toute façon, on est dans un roman. Ouais. Inventé par l'humanité, mais c'est un roman collectif. Et la lecture, elle vous a toujours accompagné de la même manière? Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie où vous en êtes un peu éloigné, ou elle est toujours là vraiment depuis lecture-écriture, mais est-ce que c'est toujours là? Non, ça s'éloigne parce que d'abord, on doit travailler. À un moment dans la vie, on devient vraiment très actif et puis on s'endette. Et comme on s'endette, il faut travailler, encore plus travailler. Et puis on se met dans ce monde social, cette fiction qui est... gagner de l'argent pour payer des dettes, etc. Et donc finalement, ça prend la tête, on est perclus de préoccupations, de peurs,
de aïe 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 et comment je vais faire demain, et aïe aïe aïe, des pressions sociales qui vous rattrapent et qui fait que vous lisez une page et en fait vous vous rendez compte à la fin de la page que vous n'avez rien lu, mais que vous avez pensé à comment vous allez payer votre loyer à la fin du mois, ou comment vous allez dire à tel homme qu'il faut le quitter, ou je sais pas, n'importe, ou vos enfants, enfin j'en sais rien. Après, chacun a ses préoccupations, mais en fait le cerveau il commence à exploser. Il y a ça, il y a les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on passe énormément de temps. Moi maintenant j'ai une alerte sur Instagram. Sur le temps passé? Oui, au bout de 30 minutes par jour, ils me disent là, ça fait 30 minutes que vous êtes là. Et j'arrête. Oui. Ouais. J'ai aussi un truc hebdomadaire, donc je baisse parce que j'ai vu que je pouvais passer 6 heures sur mon portable par jour. Je dis, mais t'es folle, ces 6 heures-là. T'imagines si tu les avais lues? Oui, on parlait du temps qui nous manquait pour lire, exactement. C'est ça. Ouais. Et là, depuis 2 mois, j'ai eu une panne d'Internet et ça a mis très longtemps à être résolu. Et la lecture est revenue. Et j'ai racheté des livres. Et j'ai remis les livres dans mon lit. Et j'ai recouché avec des livres. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, mais vous m'avez tellement manqué. Mais je suis partie tellement longtemps. Et c'est revenu. Vous voyez, ça m'émeut même. Parce que je me dis, mais c'est fou comme je me suis éloignée de mon essence. Mais après ça, c'est... Je parle de moi, mais c'est une métaphore même pour tout être humain. C'est-à-dire que moi, c'est la lecture, mais en fait, on s'éloigne de soi parce que d'un seul coup, on devient les esclaves d'un monde social où on nous a mis des codes, ceux qui me manquaient. Et en fait, je tends à cette liberté à nouveau retrouvée. Est-ce que quand vous aimez un auteur, vous avez envie de tout lire? Oui. Ouais. Boris Vian, vous avez... Je crois que j'ai presque tout lu de Boris Vian, presque tout lu de Marguerite Duras. Et en fait, à un moment, je m'arrête en me disant, faut que j'en garde. Donc, ceux que j'ai pas lus, c'est parce que d'un seul coup, je dis, non, mais après, si j'en ai fait le tour, comment ça va se passer? Mais il y en a quelques-uns. Ça a été donc Duras, Boris Vian, Angot, Emmanuel Bove, qui est un peu moins connu. Oui, mes amis, j'imagine. Ouais, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup lu et que j'ai creusé. Houellebecq, que j'ai aussi longtemps creusé. Après lui, c'est plus facile parce qu'il y en a moins que Marguerite Duras. Marguerite Duras, c'est celle que... Voilà. Absolument. Ouais. Donc, ou même Bove. Bove, finalement, quand on creuse, il y en a il y en a pas mal. Mais voilà, je pense que... Mais ils sont pas nombreux. Des pentes aussi. Je crois que j'ai pas raté des pentes depuis Baise-moi. Et puis... Vernon Subutex, j'imagine, la trilogie. Alors, j'en ai lu qu'un de Vernon, mais pas le premier, le 3. Ah oui. Mais c'est pas ce que je préfère. En fait, je préfère quand... maintenant, quand elle pense, enfin, quand elle nous... Bien sûr qu'elle pense dans Vernon Subutex, mais c'est plus comme une forme de roman. Oui. Et en fait, j'aime King Kong Theory, j'aime quand elle me prend par la main et quand sa pensée s'exprime de manière plus frontale et plus brutale. Et ça, j'aime beaucoup, parce elle ouvre vraiment un champ de colère que moi me manque, c'est-à-dire je l'ai, mais je ne l'exprime pas. Et j'aime bien, sa manière d'être en colère de manière directe. On parlait du manque de temps pour lire. Est-ce qu'il y a justement des auteurs à rencontrer qui vous attendent et que vous n'avez pas encore ouais. Le Tchekhov en question, qui est là, qui m'attend, que j'ai jamais lu. Ouais, mais il y en a plein. Par exemple, je me disais hier, j'ai vu un truc. Je dis, tiens, j'ai jamais lu Camus. Ouais. Non. Mais c'est les parcours, hein, c'est ce que vous disiez. Ouais, c'est ça. Après, c'est des chemins. Il y en a plein de assez classiques que j'ai jamais lus, mais que j'espère avoir le temps. De toute façon, on a tous ce fantasme quand on aime lire d'une vie à venir, là, genre une espèce de retraite où on serait dans une maison à la campagne, dans la nature. Face à la mer. C'est ça, où on pourrait lire tous les livres qu'on voudrait. Et on se prend même pour un écrivain qui se promène sur la plage. Enfin, je sais pas. On a ce fantasme-là de temps de lecture éternel, infini. Je sais pas si vous avez lu Villa Amalia de Pascal Quignard, mais ça raconte un peu ce moment-là.
sur une fugue. D'accord. Et effectivement, de se retrouver en Italie et dans une maison génial. Pour se balader, lire, se retrouver. Ouais. Bah oui, magnifique. Ouais, gros fantasme. Moi aussi, j'ai ce fantasme de partir et lire, écrire et se balader, manger. Lui, il va en Italie, son héroïne part en Italie, s'échappe en Italie. Comment il s'appelle celui-là ? Villa Amalia. Il y a un très joli film avec Isabelle Huppert. Oui, d'accord, ok. Ouais. J'ai vu, je me souviens très bien, Villa Amalia. Ok, je vais le lire. Sur la fuga mundi, vraiment, sur le fait comme ça de fuir le monde. Et on retrouve souvent la lecture en premier, dans ce qu'on aime retrouver. Oui, parce que c'est un temps suspendu où finalement on sort de ses préoccupations, c'est plus fort que nous. C'est là où la frontière, quand je disais... pour ça, sans doute que ça m'émeut autant de raccorder au fait de pouvoir lire, c'est que d'un seul coup, on abandonne l'ego dans la lecture. Alors, c'est peut-être pour ça que je me suis commovida, que je me suis émue en parlant tout à l'heure des retrouvailles avec ma lecture. C'est que, finalement, c'est une manière de lâcher... quand on n'est que sur soi, dans son nombril, dans ses préoccupations, c'est nous. Que la lecture est aussi une échappée. Alors, Elena, on aime bien terminer notre podcast Reading Wild par un petit moment de lecture, une page choisie. Ah, on va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Celui-là vient d'être acheté. Magnifique. Et je ne le connais pas, je ne l'ai jamais lu. C'est le Calligramme d'Apollinaire. Et je l'ai acheté... je l'avais acheté une première fois, puis je l'ai offert à Romain Brault qui a joué la pièce. Donc je prends au hasard, comme ça on est vraiment dans le hasard et on vous écoute. Alors lundi, rue Christine. La mère de la concierge et la concierge laisseront tout passer. Si tu es un homme, tu m'accompagneras ce soir. Il suffirait qu'un type maintînt la porte cochère pendant que l'autre montrait. 3 becs de gaz allumés. La patronne est poitrinaire. Quand tu auras fini, nous jouerons une partie de Jacquet, un chef d'orchestre qui a mal à la gorge. Quand tu viendras à Tunis, je te ferai fumer du kiff. Ça a l'air de rimer. Des piles de soucoupes, des fleurs, un calendrier, pim pam pim. Je dois fiche près de 300 francs à ma probloc. Je préférerais me couper le parfaitement que de les lui donner. Je partirai à 20h27. Si glace ceci dévisage toujours. Je crois que nous allons nous embrouiller encore davantage, cher monsieur. Vous êtes un mec à la mie de pain. Cette dame a le nez comme un ver solitaire. Louise a oublié sa fourrure. Moi, je n'ai pas de fourrure et je n'ai pas froid. Le Danois fume sa cigarette en consultant l'horaire. Le chat noir traverse la brasserie. Ses crêpes étaient exquises. La fontaine coule, robe noire comme ses ongles. C'est marrant. Merci beaucoup. Avec joie. Merci à vous. Et donc plein de belles lectures pour vous. Oui, l'histoire d'amour reprend. Retour durable de l'être aimé. C'est magnifique. De l'être aimé. Ce sera un très joli mot de la fin. Merci beaucoup encore Elena Noguera pour l'accueil et pour ce joli moment dans votre cocon créatif, littéraire et musical. Merci à vous. À bientôt. Oui. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.